En immersion, un podcast des agences de l'eau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Giraud. Et moi, Louise Régent. Et aujourd'hui, on vous propose une nouvelle expérience. Un petit voyage à travers la France, à la découverte des fleuves, des rivières, des cours d'eau qui font la beauté et la richesse de notre territoire. Et surtout qui sont indispensables à la vie. Pour nous, les êtres humains, mais aussi les animaux, les plantes et tout ce qui compose le vivant. La sécheresse de 2022 nous a bien montré à quel point l'eau était une ressource précieuse et fragile. Et finalement, nos rivières, nos fleuves, nos marais, on les connaît assez peu. Voire pas du tout. Heureusement, il y a des femmes et des hommes qui vivent, qui travaillent avec ces rivières, qui les connaissent, les protègent, qui les aiment tout simplement. Alors on vous propose de partir à leur rencontre. Alors prenez vos bottes, votre ciré, votre maillot de bain, et c'est parti, on vous embarque avec nous. La Moselle sauvage, naturellement. Aujourd'hui, je suis en Meurthe-et-Moselle. Plus précisément, je suis dans un train entre Nancy et Épinal. Est-ce que vous saviez que la ville de Nancy s'est construite sur une plaine marécageuse au bord de la Meurthe ? Moi, je l'ignorais. Selon les historiens, le nom même de la ville de Nancy trouve son origine dans cette caractéristique géographique. En celte, le mot Nans signifie marais. Aujourd'hui, les berges sont aménagées et ce n'est plus du tout le même décor. Alors pour retrouver un cours d'eau encore préservé, j'ai voulu remonter le courant un peu plus en amont sur la Moselle. Je pars donc aujourd'hui à la découverte d'un endroit qui, paraît-il, est magnifique, la Moselle sauvage. Et j'ai la chance d'avoir comme guide Cathy Gruber. Elle travaille au Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine depuis bientôt 15 ans. Depuis 5 ans, elle est sur le poste de conservatrice de la réserve naturelle régionale sur la Moselle sauvage. Elle m'a dit qu'elle m'attendait sur le parking de la gare. C'est bon, je la vois. Bonjour Cathy. Bonjour, ça va ? Adrien, enchanté. Il y a un petit peu de marche. Eh ben c'est très bien. Juste à... C'est très bien, ça me fait prendre l'air. Comment est-ce que vous avez pris conscience des enjeux liés aux rivières ? Par rapport aux enjeux liés aux rivières, finalement, c'est beaucoup la réserve naturelle et ce poste de conservatrice qui m'ont ouvert les yeux et formé surtout sur beaucoup d'aspects, comme la dynamique alluviale, de laisser une rivière en libre évolution. Vous me disiez aussi que vous aviez grandi à côté d'une rivière, c'est ça ? C'est vrai, j'ai grandi à côté d'une des rivières les plus polluées d'Europe, donc en Moselle-Est. Et je me promenais beaucoup en bord de rivière, j'y jouais beaucoup, on faisait des cabanes au bord de l'eau, etc. Et puis je m'amusais aussi à retirer des déchets dans l'eau, des sacs plastiques, enfin tout ce qu'on pouvait trouver dans la rivière. Est-ce que vous pouvez présenter la Moselle sauvage ? C'est un des derniers tronçons de Moselle qui a été épargné de l'exploitation massive de granulats, qui a été épargné de l'enrochement, de l'endiguement, de la canalisation, etc. Et donc ça représente environ 10 km de rivières qui sont à peu près libres de divaguer, d'évoluer dans l'espace et dans le temps. Et ces 10 km, c'est qu'une modeste partie de la rivière, puisque la Moselle fait au total 550 km entre sa source dans les Vosges, donc à Bussan, et sa confluence avec le Rhin en Allemagne, à Coblence. Ensuite, elle passe par Nancy, c'est ça ? On se trouve à combien de kilomètres de Nancy ? Alors, la Moselle sauvage, elle se situe à peu près à mi-chemin entre Épinal et Nancy. Donc on est à environ 30 km ici de Nancy. Et vous parliez de l'exploitation des granulats, de quoi il s'agit ? L'exploitation de granulats consiste à extraire les sédiments, donc les alluvions notamment, tout ce qui est sable, galets, cailloux, etc., pour les transformer en béton. C'est vraiment lié à la Seconde Guerre mondiale et suite à cette guerre, en fait, on a eu un gros besoin en matériaux pour reconstruire la France.
Et encore une fois, donc, ces matériaux sont des matériaux qui sont très facilement exploitables, puisqu'il suffit de venir avec une grosse drague. À l'époque, ils venaient directement donc, dans le lit de la rivière avec des grosses dragues, et ils venaient prélever ces sédiments pour les transformer en béton et pour reconstruire des routes, des maisons, etc. Et l'enrochement, ça veut dire l'artificialisation de la rivière, c'est ça, hein? Oui, l'enrochement, c'est vraiment une artificialisation des berges de la rivière, hein. C'est-à-dire qu'on entrepose en pied de berge des roches, des rochers, ou ça peut même être de l'enrochement bétonné en bord de rivière. Et donc là, on arrive au fameux point de vue. C'est ça. C'est vraiment le seul endroit qui permette d'avoir une vision générale sur le site et vraiment de se rendre compte de sa mobilité, puis de tous les milieux hyper diversifiés qu'on y retrouve. On ne peut pas se lasser en fait de rivières de ce type-là. C'est tellement magnifique, les paysages sont splendides. Alors effectivement, c'est leur impermanence qui fait que, comme on dit, leur instabilité, le fait que ce soit des milieux qui bougent, qui changent tout le temps, qui donnent aussi tout son charme à la réserve naturelle. Mais rien qu'à intenter, moi ce paysage-là, je ne peux pas m'en lasser, c'est trop beau. Donc là, vous avez sorti les jumelles, qu'est-ce que vous avez vu ? Regardez, qui volent là, juste sur l'eau, là, qu'on entend, le martin pêcheur. Donc à un moment, il y a eu une prise de conscience, c'est ça, pour essayer de protéger donc, ce tronçon qui a été épargné par cette industrie ? C'est grâce surtout à des naturalistes locaux qui ont justement remarqué que il ne restait plus que 10 km qui n'avaient pas été exploités par les carriers. Et ils se sont mobilisés, ces naturalistes, pour tenter de protéger ces 10 derniers kilomètres de rivière. Et cette prise de conscience, elle date de quand ? C'est au début des années 90 qu'il y a un gros programme d'action qui a été du coup mis en œuvre et qui a permis de mobiliser près de 2 millions d'euros, notamment pour signer ce qu'on appelle des baux amphithéotiques avec les communes qui étaient propriétaires des terrains en bordure de ce tronçon de Moselle. Alors quand je dis baux amphithéotiques, c'est tout simplement des baux de location à très longue durée, donc entre 66 et 99 ans, et qui sont généralement signés à l'euro symbolique. Et à l'époque, pour compenser, on va dire, la perte justement de ressources alluvionnaires, puisque les communes figeaient leur terrain, on a payé ces baux, on les a financés pour qu'elles acceptent justement de laisser ces terrains à la nature et de ne pas les vendre à l'exploitation en granulat qui s'est faite à l'amont et à l'aval. Ces milieux-là, comme la Moselle sauvage, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'humain ? Ils rendent tout un tas de services, c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques, donc des services qui nous proviennent des écosystèmes. En fait, quand vous venez prélever de l'eau potable dans la nappe alluviale, donc c'est la nappe qui circule dans les galets, donc la nappe souterraine, vous avez beaucoup moins de traitement nécessaire que quand vous venez prélever de l'eau directement dans la rivière, puisque l'eau superficielle est généralement de très moins bonne qualité que l'eau souterraine qui a pu être filtrée, épurée, que ce soit par les alluvions, les sédiments, ou même par la végétation qui est installée dans les plaines alluviales. Ce qu'il faut dire, c'est que la Moselle alimente la ville de Nancy en eau potable. Oui, tout à fait. Il y a une prise d'eau directement dans la Moselle sur le secteur de Méréville. Donc c'est situé un peu plus à l'aval de la réserve naturelle. Et donc cette prise d'eau, elle se fait directement dans la rivière et elle alimente l'agglomération de Nancy. Donc si je comprends bien, donc plus on crée des zones naturelles, plus on permet à la rivière de déborder, de remplir des nappes phréatiques et ainsi de puiser une eau de meilleure qualité ? C'est tout à fait ça. Et en plus, quand on permet à une rivière de déborder, on limite aussi les risques d'inondation sur les villes qui se situent plus à l'aval.
puisque justement toute cette eau qui peut déborder dans des prairies, dans des forêts, dans tous les milieux naturels qui bordent la rivière, et ben c'est de l'eau qu'on ne va pas retrouver plus à l'aval dans les villes. Et donc ça crée aussi un écosystème qui est très riche. Comment est-ce que la Moselle sauvage permet aux espèces naturelles de prospérer ? Et bien justement, quand on laisse la possibilité à une rivière de s'exprimer librement, de divaguer, d'évoluer de manière spontanée, et ben on va permettre la création de toute une multitude d'habitats naturels qu'on ne va pas retrouver dans des rivières qui sont enrochées, cadenassées et qui peuvent pas divaguer, qui peuvent pas évoluer. Donc là, qu'est-ce que vous avez trouvé ? J'ai trouvé un reste de repas de castor. D'accord. Donc, c'est une petite branche qui a été complètement écorcée par le castor. Donc il en grignote l'écorce. Alors on voit souvent ces traces-là l'hiver parce qu'il reste plus grand-chose à manger justement et du coup c'est à ce moment-là qu'il s'attaque à l'écorce. Et quand vous touchez un petit peu la branche, vous sentez les traces de dents qui sont caractéristiques du castor. Vous voyez là c'est un petit réfectoire, vraiment un lieu où il y a tous les restes de son repas de la veille. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est sauvegardé, qui est protégé. Cependant, il reste des menaces qui pèsent sur cet écosystème. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on n'a préservé qu'environ 10 km de rivière sur 550 au total, et que 10 km, ça ne suffit pas pour garantir le bon fonctionnement de cet écosystème, de cet hydrosystème. Et en fait, même si on a protégé donc 10 km, cette Moselle sauvage, elle subit encore les perturbations qui sont liées à l'extraction de granulats qui a eu lieu en amont et en aval de la réserve. Et comment vous, dans votre travail, dans votre quotidien, est-ce que vous participez à la protection de la Moselle sauvage ? Alors nous, notre travail, il va essentiellement se concentrer donc sur le périmètre de la réserve naturelle. Donc c'est environ 400 hectares de part et d'autre de la Moselle. Donc j'ai un pouvoir de police qui me permet justement de constater des infractions ou de les verbaliser si nécessaire. Parce que en fait, comme c'est une réserve naturelle, il y a une réglementation qui s'applique sur le site. Par exemple, c'est interdit de camper, c'est interdit de faire du feu, c'est interdit de circuler en véhicule à moteur dans la réserve, etc. Comment est-ce que vous protégez les abords des cours d'eau ? Alors, un des outils mobilisés par le Conservatoire d'espaces naturels pour la protection des milieux naturels, c'est la maîtrise foncière. Donc, en fait, on rachète tout simplement des terrains à des propriétaires privés, notamment, pour garantir leur protection durable et à long terme. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Des ouettes d'Égypte. Il y en a encore 2 qui arrivent là. Malheureusement, c'est une espèce exotique et qui a une tendance envahissante en plus sur le site. Voilà, c'est pas des espèces de chez nous. Mais c'est un bel oiseau quand même. Et dans votre travail, quels sont les défis que vous allez essayer de relever dans le futur ? Quelles sont les perspectives un petit peu ? Notre défi, c'est d'essayer d'étendre la réserve et de réadapter la réglementation, notamment, par exemple, en faveur du petit gravelot, puisque c'est une espèce qui est très sensible à la fréquentation humaine, puisque en fait, il se reproduit donc sur les grèves alluviales, sur les bancs de galets. Et ses œufs se confondent avec les galets. Donc c'est un oiseau qui se voit pas en fait, mais sur lequel on peut marcher sans le savoir. Voilà, on marche sur des œufs sans s'en rendre compte, et on peut du coup provoquer un échec de la reproduction par le fait de visiter, de marcher sur ces bancs de galets. Donc un des objectifs, c'est justement d'identifier les zones où le petit gravelot se reproduit et de mettre en protection ces zones. Comment est-ce que vous imaginez ce paysage dans 20 ans ?
Alors dans 20 ans, j'espère que ce paysage aura encore bougé, qu'il y aura encore plein de nouvelles surprises qui nous attendent, de la création de nouveaux méandres, de la création d'îles, de bancs de galets. Enfin, j'espère en tout cas que cette rivière aura encore gardé toute sa dynamique et qu'elle sera toujours aussi créatrice de vie, en fait, tout simplement, puisque c'est un vrai lieu qui regorge de vie, et j'espère qu'elle aura conservé ça dans 20 ans. Comme Cathy Gruber, nous souhaitons à cette rivière de continuer de faire vivre ces 20 prochaines années les martins pêcheurs, les castors et les quelques 300 000 personnes qui vivent dans l'agglomération de Nancy. Merci à Cathy Gruber, conservatrice de la Moselle sauvage. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir un nouveau cours d'eau. Et pour en savoir plus sur nos rivières et les actions menées au quotidien pour les préserver, rendez-vous sur le site lesagencesdel'eau.fr et sur les réseaux sociaux des agences de l'eau.